Swan, c'est la 4e entreprise que je cofonde. Pourtant, les 3 précédentes, elles ont été revendues. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur toi, c'est que tu es un des cofondateurs de Price Minister. Quand on va chez Carrefour et qu'on achète du beurre Carrefour, c'est très bien que c'est pas Carrefour qui fabrique le beurre. Bah nous c'est pareil, on est un acteur, on fabrique pas du beurre en marque blanche, on fabrique des services bancaires en marque blanche. Si aujourd'hui Penny Lane peut aller marcher sur les plates-bandes de Conto, c'est grâce à votre infrastructure, c'est grâce à Swan. Exactement, on a plus de 50 000 clients finaux actifs qui utilisent nos services régulièrement. Est-ce que l'innovation en fintech c'est fini ou est-ce que tu vois des choses qui vont arriver? Pas mal d'acteurs en Europe qui ont eu des amendes par le régulateur, voire qui ont dû fermer ou cesser leur activité parce qu'ils étaient trop légers en termes de lutte anti-blanchiment. Je pense qu'on a une place à prendre, que ça ne va pas durer éternellement, qu'on peut devenir les leaders en Europe, qu'on peut devenir une boîte générationnelle, qu'on peut devenir le futur Stripe, le futur Adyen. On ne va pas laisser passer cette chance. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Founder Frequency. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Benadi, qui est le CEO et un des cofondateurs de Swan. Alors Swan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des fintech françaises qui a le vent en poupe en ce moment. Vous venez d'annoncer récemment une extension à votre série B de 42 millions d'euros, ce qui amène à 100 millions d'euros les capitaux que vous avez levés au total, mais de manière encore plus importante, aujourd'hui Swan, c'est que vous avez 150 clients, vous faites 1,5 milliard de transactions chaque mois, si je ne me trompe pas. Donc il y a 1,5 milliard qui passe dans vos tuyaux, ou enfin d'échanges qui se font grâce à vous. C'est plus de 250% de croissance des revenus depuis fin 2023. Et donc sans trahir de grands secrets, grosso modo vous faites plusieurs dizaines de millions d'ARR à l'heure actuelle. Et vous êtes présent dans une trentaine de pays? On y reviendra, on a 2 façons de compter. On a une présence physique avec une équipe dans 5 pays aujourd'hui. Ok. En Europe et d'autres pays d'Europe? Uniquement en Union. Uniquement en Europe. Eh ben écoute Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Première question, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Donc je suis Nicolas Benadi, j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants. Je suis ingénieur. C'était mon premier métier, j'ai cette culture. J'ai une bonne expertise dans tout ce qui est paiement, dans tout ce qui est banque de détail. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille là-dedans. Mais avant tout, je suis entrepreneur. Swan, c'est la 4e entreprise que je cofonde. C'est un point qui est important. Les 3 précédentes, elles ont été revendues. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire pour Swan. Swan, j'ai envie de créer quelque chose pour le long terme, quelque chose qui dure. Donc voilà, j'aime beaucoup mon métier. Pendant longtemps, je me suis décrit comme un ingénieur. Et maintenant, je me décris comme un entrepreneur. Et alors, c'est marrant, donc tu fais du paiement quand même depuis pas mal de temps. Elle vient d'où est-ce que c'est une passion qui existe depuis longtemps? Est-ce que c'est de fil en aiguille une expertise et quelque chose qui s'est construit et une voie que t'as aimé? Oh, évidemment, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans mon tout premier boulot, c'était moi qui m'étais intéressé. C'était un site de e-commerce, c'était Price Minister. C'était moi qui avais fait la page de paiement. Parce que du coup, quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur toi, c'est que tu es un des cofondateurs de Price Minister. Alors, sur le papier, j'exagère un peu quand je dis que je suis cofondateur de Price Minister. En vrai, quand on regarde les statuts de Price Minister, je fais partie des quelques personnes qui l'ont créé. J'étais vraiment tout jeune, j'étais développeur. Je suis arrivé dans la cuisine avec Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings. Il y avait que ces deux-là qui avaient juste cette idée. Et il se trouve que je connaissais Pierre Kosciusko par hasard. Et donc, j'ai travaillé, j'ai dit ok, moi je veux bien travailler 2-3 mois le temps que vous montez la boîte. Par contre, vous me donnez un tout petit bout de la boîte. Donc, sur le papier, je suis cofondateur de Price Minister. Et donc, tu étais en charge de la partie tech, de la création du site? Rapidement, j'ai dit, il me faut j'ai pas assez d'expérience, il faut un CTO pour cette boîte. Et ça sera pas moi. C'est pour ça que je suis pas un vrai cofondateur de Price Minister. D'accord. Mais tu avais gardé des parts quand même? Ouais, tout à fait. Ok. Génial. Et donc, Price Minister à ses tout débuts, et ensuite deux autres entreprises. Ça a été une expérience extraordinaire de pouvoir voir l'énergie que pouvait avoir Pierre Kosciusko-Morizet, l'énergie, la brillance intellectuelle qu'il pouvait avoir,
de voir une startup se monter. J'avais déjà ça en moi, hein, c'est quelque chose qui m'intéressait. D'ailleurs, j'aurais pas rejoint Price Minister si j'avais pas ça à l'époque. Mais bon, c'est cool de commencer avec lui comme première expérience. Donc j'ai pu voir une expérience incroyable, une boîte se monter en 2000, tu vois, il y a très très longtemps. C'était juste après l'explosion de la bulle Internet, c'est ça? Ouais, mais ça a mis un petit peu de temps à exploser. Les gens y croyaient encore un petit peu 2-3 mois après. Il y avait très peu de sites e-commerce purement français, non? Il y en avait quelques-uns, Ouais. mais pas tant que ça, effectivement. Et ce qui est incroyable, c'est la rapidité d'exécution, quoi. C'est-à-dire qu'il est rentré, lui, des États-Unis le 30 juillet. Moi, je devais être dans son bureau le 1er août. Et j'ai commencé à bosser le 2 août. Le 20 août, il avait levé 5 millions de francs à l'époque. Le 1er novembre, on était 20 et on lançait le site le 1er janvier. Donc en 5 mois, on a été à une vitesse. Même aujourd'hui, j'ai pas vu une boîte aller aussi vite que celle-là, quoi. Et du coup, ouais, tu ne voyais pas être CTO parce que... Je savais pas faire. Donc il n'y avait pas forcément de rôle pour toi au-delà des premiers mois. Tu étais développeur. J'étais développeur, j'étais heureux et fier d'être développeur. Et tu voulais pas rester parce qu'au final tu sentais que tu voulais aspirer à... Enfin, t'aurais voulu être aux commandes ou pourquoi? Pas du tout à l'époque. J'avais été très clair d'ailleurs quand je rejoignais l'expérience. Moi, j'avais un projet avec des copains, c'était sûr. On allait faire un tour du monde pour faire du ski. Donc c'était prévu et donc. Les billets d'avion étaient bookés. Exactement 2 ans et demi après le démarrage, on est parti faire ça. Et tu regrettes ou pas quelquefois de te dire que enfin ta vie aurait pu être complètement différente si tu étais resté finalement ou non, t'y repenses, non? Pas du tout. Je pense que le fait d'avoir vécu le 0 to 50 de Price Minister, c'était une expérience extraordinaire. Non, j'ai fait des choses. T'avais quel pourcentage de la boîte, c'est pas indiscret? J'avais 1% au tout début de l'entreprise, quoi. Donc quand même un peu d'argent à la sortie, j'imagine. Un petit peu d'argent à la sortie, mais il y a eu des dilutions, voilà. Ok, et ben écoute, donc tu fais ensuite ce tour du monde en ski, et donc si on accélère, parce que tu as eu beaucoup d'expérience dans ta vie, mais donc entre Swan et Price Minister, il y a 2 autres fintech dans le paiement. Dans le paiement, déjà, très différentes. Et à chaque fois, donc, c'est des aventures que tu construis, que tu quittes avant qu'elles soient vendues. Pour quelles raisons? Des raisons très différentes à chaque fois. Donc, Price Minister, c'était pour partir faire un tour du monde. Limonetic, on était 5 cofondateurs. C'est probablement 2 ou 3 de trop. Donc, finalement, je suis resté 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, on avait des divergences stratégiques. Je voulais faire autre chose. T'avais quel rôle chez Limonetic? Encore une fois, on est avant la standardisation plus jamais on nous laisserait faire ça. Il y avait un président, un directeur général. Ça fait aucun sens quand on monte une startup. Moi, j'étais président. C'était moi qui avais eu l'idée de Limonetic, mais je me sentais pas avoir le rôle de CEO à l'époque. Et donc, j'avais donné finalement chapeau à un autre cofondateur, qui était Christophe Bourbier. Ok. Et qui a quitté Limonetic seulement la semaine dernière après quasiment 18 ans. Et donc, tu es parti de Limonetic au bout de combien de temps? Au bout de 6 ans. Ok. Donc, des alignements stratégiques. Des alignements stratégiques. Moi, je voulais faire Stripe. Stripe n'existait pas, donc c'était une bonne idée. On n'aurait sûrement pas réussi à faire quelque chose d'aussi incroyable que Stripe à l'époque, mais au moins, c'était pas une mauvaise idée, quoi. Voilà. Et Limonetic s'en est bien sorti après Limonetic, c'est vraiment un bon exemple de start-up avec une équipe qui n'a rien lâché, avec des hauts et des bas, avec des coups d'accordéon, vraiment beaucoup d'ascenseurs émotionnels, et qui a fini par finalement déjà monter un produit, un service qui marche. Ça fait quoi Limonetic? Limonetic, ça permettait à des sites marchands d'accepter tous les moyens de paiement non bancaires. Je sais pas, t'es un site web de voyage, t'as besoin d'accepter les chèques vacances, t'es Uber Eats, t'as besoin d'accepter les tickets resto, t'es voyage SNCF, tu veux mettre PayPal, Limonetic permettait de faire tout ça de manière très simple, quoi. Ok. Voilà. Et donc Limonetic a fini par trouver son public, et s'est fait racheter en 2021, donc 15 ans après le démarrage. Donc voilà pour Limonetic. Et ensuite, Antelope Solutions. Ouais, donc je suis après Limonetic, j'avais un peu un fantasme, c'était d'aller voir comment ça se passait dans les grandes boîtes. J'avais jamais bossé là-dedans.
J'ai été travailler chez Visa. J'ai adoré J'étais salarié chez Visa. J'ai beaucoup aimé être salarié à une époque où j'avais mon deuxième enfant, où c'était un tout petit peu de repos en termes d'espace mental par rapport à être cofondateur, qui est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'énergie mentale. Mais bon, au bout de 6 mois, 1 an, je me suis rendu compte que c'était quand même pas pour moi. Mais j'ai rencontré le cofondateur d'Antelope, qui était un ingénieur brillant de chez Visa, et qui était persuadé que que la carte allait être dématérialisée dans le téléphone mobile et qu'on n'allait plus payer avec les cartes plastiques, mais avec son téléphone. Et je pense qu'il avait raison, et il avait évidemment raison, ce qu'on ne savait pas quand on a monté Antelope. Donc lui, il savait faire, en plus techniquement, la solution logicielle à proposer aux banques, mais il ne savait pas qu'il y avait des discussions en cours très secrètes avec Apple et Google, Visa et Mastercard, quoi. Donc Antelope, vous essayez de reproduire ce que vous pouvez faire un Apple Pay sur peut-être d'autres écosystèmes, sur Android, Exactement. Okay. On faisait une solution sur Android pour faire Google Pay, mais qu'on vendait tout simplement aux banques, et on était la première boîte certifiée par Visa pour avoir le droit de vendre ce type de solution aux banques. Ok. Et donc on était très fiers, et la Google Pay est sortie. Ah mince. Et vous avez quand même fait du revenu et vendu à des banques ? On a quand même fait du revenu, on a quand même vendu à des banques, parce que Google Pay a mis du temps à se déployer partout dans le monde, et que pas mal de banques ne voulaient pas en fait travailler avec Google à l'époque. Et la boîte a été rachetée en 2021 aussi, comme Limalytic, à 15 jours d'intervalle avec Limalytic, c'est assez amusant. Mais c'était assez amusant Antelope, parce qu'on vendait un petit peu partout dans le monde. On a vendu à des banques en Jordanie, en Colombie, on a fait des voyages au Kazakhstan, on allait dans des salons improbables, finalement. Et donc il y a eu de l'usage en fait, avant même Apple Pay, vous avez eu de l'usage On a eu de l'usage, ouais, bien sûr. Okay. Ouais. On a eu pas mal d'usage, même en France. Enfin, il fallait quand même que ce soit les banques qui communiquent auprès de leurs clients. Complètement. Ouais, c'est ça. C'était des banques ou plutôt qui transformaient leur app bancaire en app de paiement sans contact, quoi. D'accord. Donc sans rien faire, quand on était au Crédit Mutuel Arkea, on pouvait utiliser son téléphone pour payer pas avec Google Pay ou Apple Pay, mais avec l'app. Fallait ouvrir l'app de Crédit Mutuel Arkea ? Non, ça marchait. Tu posais ton téléphone et hop, ça ouvrait l'app du Crédit Mutuel Arkea. Ok. Voilà. Ça, c'était. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Antelope ? Antelope, ça s'est bien passé au bout de 5 ans. Encore une fois, je savais je suis ambitieux. Je savais qu'on créerait pas il y avait Google Pay, il y avait Apple Pay. Je savais qu'on créerait pas une entreprise très grande. Et pour le coup, j'ai l'impression, en tout cas pour Antelope, d'avoir accompagné un super ingénieur, mais qui avait pas l'expérience, en tout cas, de créer une boîte, de lever des fonds, de chercher des clients qui n'avaient pas cette expérience-là. Donc je l'ai accompagné. Au bout de 5 ans, c'était bon. Je l'avais accompagné, quoi. Okay. Donc je suis parti, je suis resté au board pendant un moment jusqu'à ce que la boîte se revende. Alors j'ai l'impression à travers tes 3 expériences avant Swan qu'il y a j'en retiens 2 grands messages. Le 1, c'est que tu as souvent des idées visionnaires. Tu voulais créer Stripe chez Limalytic, chez Antelope, vous avez inventé le paiement mobile avant que ce soit mainstream et avant que ce soit développé par Apple. Et le deuxième, c'est que j'ai l'impression que chaque expérience se nourrit d'elle-même pour en fait que tu arrives à Swan et trouver un peu le setup idéal qui te convient, ce qui est pas évident parce que chaque entrepreneur a ses forces, ses faiblesses, doit trouver son bon complémentaire. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces aventures ? Et complètement. Je pense que j'aurais pas fait Swan si j'avais pas fait Antelope, si j'avais pas fait Limalytic. J'ai appris beaucoup dans ces entreprises. T'as appris sur toi du coup ? Non. J'ai appris sur le marché. Ouais. Sur comment on devait faire les choses. J'ai utilisé des produits qui ressemblaient à Swan avant. J'ai eu besoin de rentrer dedans vraiment au niveau fonctionnel, de bien comprendre qu'est-ce qui faisait bien, qu'est-ce qui faisait pas bien, avant de me rendre compte que en fait on peut faire beaucoup mieux que... J'ai eu une expertise métier en fait. Moi j'ai cette chance-là. Si je lançais une boulangerie demain, j'irais bien travailler comme boulanger 3-4 ans avant, quoi. Histoire de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tout simplement. En fait, je trouve qu'on est très jeune, on est expert en B2C parce qu'on utilise des produits depuis qu'on est tout petit. Mais quand on fait du B2B, non, il faut avoir une expérience B2B et finalement je l'avais. Donc ça, c'est sur l'expertise produit. J'ai eu la chance de monter Swan avec cette expertise fintech. Et oui, après Swan. Et c'est la première fois que tu es CEO sur Swan, non ? C'est la première fois que je suis CEO, tout à fait. Voilà. Ouais. Est-ce que du coup, il fallait pas aussi
Enfin, tu pouvais que finir par être CEO dans l'entreprise. Ouais, je crois que c'est quelque chose, en tout cas, quand j'ai monté Swan, dont j'avais envie, quoi. Je voulais être CEO cette fois. J'avais peut-être pas la confiance en moi avant pour être CEO. Et à 43 ans, bah, si je l'avais, c'est bon. Écoute, trop bien. Alors sur Swan, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse, donc déjà peut-être l'idée et puis l'équipe, comment ça vient? Ouais. Alors, je commence par l'équipe parce que c'est plus rapide et puis après on passera sur le produit. Donc l'équipe, mon premier, on est 3 cofondateurs, Nicolas Saison, Mathieu Breton et moi-même. Je vais parler de Nicolas Saison parce que c'est un gars avec qui j'ai commencé à travailler en 2003. C'était mon apprenti quand j'étais développeur et il avait 19 ans. Et je le trouvais incroyable. Moi j'avais 28 ans et je trouvais qu'il était plus brillant que moi. Je trouvais qu'il avait une énergie incroyable. Ça se voyait pas forcément parce que il venait pas d'un milieu grandes écoles du tout. Bah, il était apprenti à 19 ans. Hein. Mais moi je voyais bien vraiment le diamant brut, quoi. Où est-ce que c'était quoi les domaines où il y avait un pic où tu voyais qu'il était particulièrement impressionnant? C'était ses qualités d'entrepreneur de manière générale ou Non, il n'était pas du tout entrepreneur, hein, il était développeur. Ouais. Il avait 2 choses où il était impressionnant. Déjà, c'était un doer, quelqu'un qui prenait des responsabilités tout de suite, très vite. Et c'est marrant, il était chef scout à côté de ça. Attention, hein, à 19 ans, c'était un rasta blanc. Hein, il avait les cheveux longs, il jouait du reggae. Enfin, c'était vraiment. Mais il était chef scout aussi. Et je trouvais qu'à 19 ans, waouh, quand justement on fait de la musique, tout ça, qu'on prenne la responsabilité au mois de juillet d'aller encadrer des gamins de 14 ans, de perdre 3 semaines de vacances pour faire ça, ça veut dire qu'en fait, en plus d'être brillant et d'être un doueur, en fait, c'était un manager qui aimait ça, qui avait un charisme assez exceptionnel. Et ça, je l'ai vu assez rapidement, quoi. Donc je l'ai embarqué après chez Limonetic mais il était jeune, il avait encore 23 ou 24 ans. Et là, quand j'ai monté Swan, on était resté en contact. Quand j'ai monté Swan, c'était évident. C'est le premier critère, c'est je vais monter une boîte avec Nicolas Saison, quoi. Et Mathieu Breton, on l'a trouvé. Il nous fallait quelqu'un de vraiment très solide techniquement, et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Et l'idée de Swan, la genèse, encore une fois, moi j'ai eu besoin d'utiliser des services qui ressemblent à Swan. Alors Swan, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être expliquer ce qu'on fait. Swan, on a plusieurs façons de le voir. On a 2 façons de le voir. Je vais commencer par la première. Swan, on permet à n'importe quelle entreprise qui ne connaît rien à la banque, qui ne connaît rien à la fintech, de distribuer des comptes pro ou des comptes pour les particuliers avec des IBAN, avec des cartes Mastercard avec leur logo. C'est ça notre métier. Il y a des gens qui, quand on va chez Carrefour et qu'on achète du beurre Carrefour, on sait très bien que c'est pas Carrefour qui fabrique le beurre. Bah nous c'est pareil, on est un acteur, on fabrique pas du beurre en marque blanche, on fabrique des services bancaires en marque blanche. Et on a d'autres entreprises qui mettent leur logo par-dessus. Alors un peu plus que seulement distribuer une banque en marque blanche, ça va un peu plus loin que ça. On a une plateforme technique avec des API, et donc les outils qu'on propose à des développeurs, c'est des comptes, c'est des cartes, c'est des IBAN, et finalement les développeurs peuvent l'intégrer dans un service qui existe déjà. Donc PennyLane, qui est notre plus gros client. Quand je suis une PME et que j'utilise le service PennyLane, je peux payer une facture directement depuis le site PennyLane sans passer justement par une interface bancaire. Donc le but, c'est pas de faire une interface bancaire, c'est de faire quelque chose qui s'appelle la banque intégrée, Embedded Banking, Embedded Finance. Et ça change pas mal. C'est vous qui permettez à chaque client PennyLane de pouvoir ouvrir un compte pro, faire des paiements, et tout ça en marque blanche. Exactement. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on parle beaucoup de PennyLane versus Conto, les deux qui commencent à se manger, si aujourd'hui PennyLane peut aller marcher sur les plates-bandes de Conto, c'est parce que c'est grâce à votre infrastructure, c'est grâce à Swan. Exactement. Et Conto, de son côté,
eux, ils sont partis du métier plutôt bancaire et maintenant ils ont besoin d'ajouter des services qui sont plutôt des services comptables, des services de ce type-là. Et donc ils n'ont pas évidemment l'expertise de Penny Lane là-dessus et c'est pour ça qu'ils ont racheté une boîte comme Regat, eux, pour le faire. Trop bien. Et alors du coup sur Swan. Ouais. Donc pourquoi monter une Ouais, parce que du coup à l'époque il y a il me semble il y a Trésor qui est je sais pas si à l'époque ça appartient déjà à la Société Générale ou pas. À l'époque non, pas encore. Mais Trésor c'est déjà un service qui permet de ça fait la même chose que nous. La même chose. C'est une plateforme de banking as a service, c'est le terme qui est utilisé un petit peu pour expliquer les services qu'on propose. Et il y en a d'autres en Europe. Il y a Solaris en Allemagne, il y a Railsbank en Angleterre. On n'est pas les seuls à vendre ces services-là. Mais c'est pas grave. Moi, encore une fois, j'utilise tous ces services. Je les regarde. Je suis un peu ingénieur à la base, donc j'aime bien lire les documentations, voir comment les API fonctionnent. Et puis, j'ai eu besoin de m'en servir dans mes expériences précédentes. Il y a même eu des ancêtres de ces plateformes avant. Et je trouve pas que c'est des services d'excellente qualité en fait. Et j'ai des idées d'ailleurs techniques qui sont à la base de Swan, qui permettent à mon avis d'avoir un produit de bien meilleure qualité, beaucoup plus simple à installer pour les Penny Lane de ce monde, pour les clients qui veulent distribuer des services. C'est finalement des produits qui sont pas très tech. Trésor, j'ai l'impression que c'est pas un produit qui est pensé pour le développeur, c'est un produit qui met beaucoup de temps à être mis en production. Enfin, en tout cas, ça a la réputation. Oui, c'est pas tant la partie purement technique c'est plutôt la façon dont vraiment la conception générale du produit. Nous, on a un produit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un peu compliqué quand on n'est pas dedans. Et vraiment, nous, le postulat de base, c'était que finalement, Penny Lane n'y connaît rien et c'est très bien comme ça. On ne voulait pas devenir le moteur des futures néobanques. On voulait distribuer notre produit à des gens qui n'y connaissent rien et qui ne veulent rien y connaître et qui veulent surtout pas prendre de risques. En fait, c'est un métier qui est très particulier. Les services de paiement, les services bancaires, c'est très risqué. Et donc, on voulait que les Penny Lane n'aient pas de relation avec la CPR, le régulateur, la Banque de France, en quelque sorte, ne prennent pas de risques financiers. C'était un petit peu ça le postulat de base. Parce que du coup, il y a deux parties, c'est-à-dire que sans un base provider, donc si Swan n'existait pas, et si Penny Lane voulait proposer des cartes à ses clients, il devrait à la fois construire toute l'architecture technique et s'intégrer aux banques, mais il y a aussi l'aspect compliance. Pas s'intégrer aux banques, devenir une banque. Devenir une banque. Alors nous, on n'est pas une banque. Après, vous êtes pas une banque. Alors on n'est pas une banque parce qu'on n'a pas un agrément bancaire, mais on a le même statut qu'un Revolut ou qu'un Conto. On est un établissement de monnaie électronique. D'accord. C'est un agrément qui a été créé par l'Union européenne dans les années 2000 et qui est un statut alors, je le dirais là juste comme ça pour que tout le monde puisse comprendre, c'est un statut de banque light. Alors, j'ai pas le droit de dire le mot banque, c'est important. Mais, à la différence, tu peux pas faire de crédit, par exemple. Exactement. J'ai le droit d'ouvrir des comptes. C'est moi qui tiens les comptes à mes clients. J'ai le droit de distribuer des moyens de paiement à ces comptes. J'ai le droit de faire des cartes. J'ai le droit de fournir des TPE. J'ai le droit de fournir des IBAN pour faire des virements, des prélèvements. J'ai pas le droit de faire du crédit. Alors, j'ai pas le droit de faire du crédit à long terme. Je peux pas faire un crédit immobilier. Je peux faire une carte de crédit. J'ai le droit de faire ce type d'activité. Et par contre, la plus grosse différence que j'ai avec une banque, c'est que les dépôts de mes clients, j'ai le droit d'avoir des comptes et ces comptes, ils ont le droit d'avoir de l'argent dessus. Si je prends une banque normale, les dépôts de ses clients, elle a le droit finalement d'investir avec, elle a le droit de le prêter à d'autres entreprises. Moi non, les fonds sont cantonnés, donc je travaille un petit peu comme une banque dans le Far West. À la fin de la journée, je mets tout l'argent dans un coffre-fort et je dois bien vérifier que l'argent est bien dans le coffre-fort. C'est ma mission. Mais c'est quand même toi qui détiens, entre guillemets, l'argent de tes clients. C'est moi qui détiens l'argent de mes clients. Ça part pas sur une banque traditionnelle. Ça part pas. Alors, il se trouve que le coffre-fort, c'est un compte spécial dans une autre banque, mais c'est vraiment un compte. On travaille avec une banque, on pourrait travailler avec plusieurs banques. C'est pas un fournisseur. Mais tu as quand même besoin d'une sorte de partenariat, peut-être réglementaire avec une banque ou même pas? Demain, même pas. Ok. C'est pas quelque chose d'important finalement. D'accord. Voilà. Et changer de banque de cantonnement, moi, ça me prendrait quelques jours. Mais donc,
même si, pour revenir à mon point précédent, si Penny Lane devait lancer elle-même finalement des produits bancaires, il y aurait effectivement toute la partie technique, conception du produit, puis la partie réglementaire, il devrait être établissement de monnaie électronique. Et ça, en fait, c'est une complexité sans nom pour des acteurs qui ne sont pas du tout des professionnels, et c'est ce que vous faites. C'est exactement ça. En fait, on ne vend pas de la techno, on vend des services bancaires, des services de paiement par API en marque blanche. En fait, on fait la même chose que Conto et Revolut. C'est vraiment important. On a les mêmes équipes tech, les mêmes équipes compliance, conformité, pardon. On fait exactement la même chose. La seule différence, c'est que pour ouvrir un compte Swan, tu ne vas pas passer par une app Swan. On est en marque blanche, donc tu vas passer par Penny Lane ou quelque chose comme ça. Mais on fait exactement le même métier que ces gens. Et fournir un service bancaire, effectivement, c'est quelque chose d'assez... Vous êtes Revolut ou Conto sans front-end ou le headless. Mais c'est exactement. Pour rentrer dans des termes, rentrer dans un jargon trop technique. Mais donc du coup, tu peux nous en dire plus sur la compliance. Qu'est-ce que ça veut dire typiquement aujourd'hui quand on peut reprendre l'exemple de Penny Lane, quand un client Penny Lane décide d'ouvrir un compte pro, d'utiliser des features de paiement qui sont en fait powered par Swan. Le régulateur, toi, t'oblige à faire quel type de vérification? Quelles sont tes obligations légales? Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de cas? Parce que j'imagine que c'est la fraude. Toi, tu es là pour un moment dire ah ben non, ce client a Penny Lane, attention, il y a un doute, il faut faire quelques vérifications en plus. J'imagine que c'est ce genre de choses. Exactement. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Les gens pensent que les banques, c'est juste des tuyaux, c'est juste des coffres forts et rien d'autre. En fait, et ça c'est pareil partout dans le monde, dans tous les pays, et c'est pour des raisons historiques, les gouvernements, quand ils donnent une autorisation pour créer un établissement financier, pour créer une banque, il y a presque une délégation de service public qui va avec. Ok, vous devez être sécurisé, vous devez me prouver que les fonds de vos clients vont bien être sécurisés, que vos moyens de paiement vont bien être sécurisés. Ça c'est standard. Mais il y a une autre obligation. Moi, État, je ne sais pas lutter contre le crime financier. Donc vous, les banques, c'est votre job. Et vous allez coopérer avec moi. Votre job, c'est de lutter contre les crimes financiers. Alors ça veut dire quoi les crimes financiers? Il y en a plein. Donc il y a plein de termes pour ça. Financial crime, anti-money laundering, donc lutte contre le blanchiment, lutte contre le terrorisme, lutte contre la fraude. Donc il y a déjà nos clients les clients de Penny Lane, donc les gens qui ont un compte Swan, parfois sans le savoir, il y a plein de gens qui essaient de les frauder. Et nous, on a une équipe qui doit lutter contre ça. Des fois, c'est le contraire. On a des fraudeurs qui essaient d'ouvrir des comptes Swan. Et malheureusement, parfois, ils ont pu réussir. Et eux-mêmes essayent de frauder d'autres clients. Donc le régulateur donne une certaine tolérance à la fraude, ou comment ça se passe? Parce que la fraude existera toujours, mais donc toi... On doit mettre en place tous les moyens. Tu dois montrer que ça, ok. Pour lutter contre la fraude. Et on doit mettre vraiment tous les moyens. Et on viendra après sur ce que ça implique. Donc ça, c'est la fraude. Mais il y a plein d'autres choses qu'on doit vérifier. Parce que par exemple, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'effectivement, comme un utilisateur Penny Lane ou autre peut utiliser un compte bancaire chez vous, c'est de l'argent qui pourrait venir... ça pourrait permettre de blanchir de l'argent qui viendrait d'une activité illégale ou de financer une autre activité qui pourrait être illégale aussi, c'est ça? On ne veut pas qu'il y ait un vendeur de drogue qui vienne ouvrir un compte Swan et qui encaisse l'argent de la vente de drogue par carte bancaire. On va s'assurer que ça n'arrive pas. Après, est-ce qu'un vendeur de drogue aurait commencé avec faire sa comptabilité avec Penny Lane? Peut-être. Mais on voit des choses absolument incroyables. Est-ce que la fraude, est-ce que le type de client que tu as toi directement a une incidence sur le taux de fraude potentiel que tu peux avoir? Autrement dit, est-ce qu'entre un Penny Lane et je sais pas un autre de tes clients, est-ce que tu vas observer en fonction, j'imagine en fonction de la catégorie dans laquelle déjà, tu dis client et je vais pour simplifier les choses. On appelle les gens qui utilisent Swan pour distribuer à leurs propres clients, on les appelle des partenaires. Et finalement, on appelle nos clients finaux, finalement les entreprises ou les particuliers qui ouvrent un compte
de paiement en Swan. C'est plus simple. Donc effectivement, selon le partenaire, on n'a pas du tout la même typologie de client final qui va ouvrir un compte Swan. Avec Indie, par exemple, on a plutôt des freelancers. Avec Penny, on a des entreprises de taille un peu plus grande. Et puis on fait des activités qui n'ont rien à voir. On a des gens qui utilisent Swan pour faire des cartes restaurants. Donc c'est très différent. Et là, le risque typiquement de blanchiment ou de fraude est beaucoup plus bas. Il peut y avoir le vol d'une carte restaurant, mais il n'y a pas de risque anti-blanchiment massif sur de la carte restaurant. Donc ça dépend complètement de l'activité. Donc, vous avez eu des cas, tu peux nous donner, enfin je ne sais pas dans quelle mesure tu peux en parler, mais des cas que vous avez réussi à détecter, sans nommer forcément de nom de partenaire, mais des cas de comment vous avez réussi à détecter des potentielles fraudes ou du crime, et dans ce cas-là, tu es tenu de le dénoncer au régulateur, comment ça se passe? Alors, effectivement, je ne peux pas tout raconter. Et puis des fois, il y a des cas dramatiques, c'est-à-dire qu'il y a des fraudes qui sont passées où on n'a pas réussi à attraper au passage le fraudeur. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est très particulier. La banque, on sent qu'on a une responsabilité assez forte quand on fait ce type d'activité. Mais le cas classique, et c'est une épidémie en ce moment, il y a énormément de fraude au président, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font, ou de particuliers aussi, qui se font appeler en disant bonjour, je suis un tel, ou je suis votre fournisseur avec qui on travaille depuis 2 ans, même la voix a pu être modifiée par l'intelligence artificielle. J'ai changé de compte récemment, donc pour la prochaine facture de 200 000 €, mon nouveau compte c'est celui-là. Et c'est un compte Swan qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Et donc là, l'argent arrive sur ce compte, qui semblait pourtant être une entreprise tout à fait légite. Et dans la grande majorité des cas, on bloque l'argent, on arrive à rendre l'argent à l'entreprise. Donc, ouais, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive à tous les établissements financiers. Okay. Et c'est une responsabilité importante. Et alors, est-ce que dans votre business model, c'est pas la seule complexité qu'on a. On a une complexité donc là-dessus, vraiment de lutte contre le blanchiment, de lutte contre la fraude, de lutte contre le terrorisme. On a aussi des complexités techniques. C'est plus complexe que ce dont ça a l'air au début de créer un système bancaire. En fait. Ouais, complètement. Alors du coup, sur votre business model, sur comment vous générez des revenus, donc il y a plusieurs streams, on va dire, mais globalement, comment ça marche comment se fait la répartition de valeur entre donc, le client final qui va se servir de vos features bancaires, qui va donc payer d'une certaine manière, vos partenaires, vous, et peut-être, je ne sais pas si les banques, la banque avec lesquelles vous travaillez touche aussi une partie de la valeur, mais comment ça se passe? Quelles sont un peu vos différentes sources de revenus sur ce... Écoute, je vais essayer de te l'expliquer de manière très simple. Je t'ai dit, finalement, on fait des comptes pro, nous, c'est essentiel, c'est le gros de notre activité, et on les vend à des clients finaux via des distributeurs. Et donc, quand tu vends des comptes pro, on a le même business model que Revolut, que Conto, que toutes ces, même que le Crédit Agricole finalement quand il vend un compte pro. Un compte pro, bah oui, il y a tout un business model derrière. Encore une fois, c'est le même. Il y a des frais, des abonnements par mois, il y a des abonnements pour ta carte, il y a des frais sur les paiements. Quand tu fais un paiement avec ta carte, tu as tout un mécanisme assez malin qui a été inventé par Visa et Mastercard qui s'appelle l'interchange. Donc la banque qui émet la carte va gagner un peu d'argent à chaque fois que tu vas payer avec ta carte. Donc nous, c'est notre business model. Sauf que comme on a des distributeurs... Sur un paiement par exemple de 100 €, l'interchange B2B en Europe, c'est quoi? C'est 1,4%. Donc si jamais tu payes... en business. Tu vas au restaurant et tu payes pour 100 € au restaurant avec ta carte pro, ta banque va gagner 1,40 €. Voilà. Qui est ensuite réparti entre Visa, Mastercard. Non, c'est pour la banque. Pour la banque, ok. Visa, Mastercard fournit tout ce service-là et va effectivement... prend son fees en plus. Va prendre des fees auprès de la banque. Mais la banque elle-même va gagner... Donc toi, sur 100 €, c'est 1,4 € qui arrive chez toi. Exactement. Et moi, comme j'ai des distributeurs, moi finalement, je sais pas m'occuper, je sais pas distribuer mes services à des clients en direct. Bah, en fait, je vais partager la marge avec mes distributeurs. Et c'est normal qu'ils prennent la grosse partie du service. C'est exactement comme
un distributeur dans un supermarché. Un supermarché le distributeur va prendre une grande partie de la marge et c'est normal. Donc, grosso modo, tu as deux gros modèles de revenus. Tu as l'abonnement, où j'imagine typiquement un client Penny Lane va lui facturer peut-être un abonnement en plus comme pour son compte pro, et toi tu vas toucher donc un certain fee par mois qui est lié à la tenue de compte, la création de l'IBAN, et puis ensuite tu as la deuxième partie de ton revenu modèle qui lui vient de chaque paiement qui est fait, où il y a de l'interchange. Exactement, mais il y a encore, c'est vraiment, là si tu veux rentrer dans le business model d'une banque, c'est un monde très particulier. Tu as aussi des dépôts, l'argent gagne, la banque gagne bien sûr, de l'argent, le troisième, les dépôts. Les dépôts des clients. Quand un client laisse 1 000 € sur un compte bancaire, la banque gagne un petit peu d'argent là-dessus. Très bien. Ça dépend des époques. Et ça, comment ça se passe? C'est donc typiquement, tu laisses la main à ton partenaire de décider sur la rémunération des dépôts, combien va au client final, est-ce que vous touchez vous? Sur les comptes courants en Europe, les banques ne partagent pas. Les banques ne partagent pas, ouais. Ça fait partie. C'est beaucoup d'investissement pour faire une banque. Tu vois, c'est ça aussi que les gens ne se rendent pas forcément compte. On est 250 chez Swan. Je parlais de toute la lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude, l'infrastructure technique qu'il faut monter. Alors, je ne suis pas en train de dire que les banques sont malheureuses, mais pour réussir à faire un établissement de monnaie électronique, pour faire une banque qui est rentable, il faut vraiment avoir plusieurs centaines de milliers de clients. Et donc, c'est compliqué de faire une banque cheap. Voilà. Mais par contre, sur la rémunération des dépôts, votre partenaire en touche une partie aussi, bien sûr. Okay. Donc, tu as ces 3 grands revenus streams, abonnement, fees à la transaction et la rémunération des dépôts. Voilà. Ce qui, en plus, je crois, aujourd'hui versus il y a 2-3 ans, la rémunération des dépôts est beaucoup plus... Alors, il y a eu dans l'histoire, dans toute l'histoire bancaire, ça monte et ça diminue. Ça monte, ça diminue, mais la période étrange, c'est pas maintenant par rapport à. D'accord. La période étrange, ça a été de 2010 à 2022, où les taux ont même été négatifs en 2020. Ah oui, donc les banques perdaient de l'argent? Les banques perdaient de l'argent avec les dépôts. La Banque Centrale Européenne, en fait, c'était rémunéré à moins 0,5%. C'est une période un peu folle, qu'il n'y avait jamais eu avant. Et donc. Donc, il valait mieux ne pas détenir d'argent quand on était une banque. Exactement, en fait. Les banques voulaient absolument se débarrasser de leurs dépôts. Et placer. Ok. Et aujourd'hui, sur c'est quoi? C'est un tiers entre ces 3 sources de revenus? On ne communique pas sur les sources de revenus, mais c'est ouais. Ok. Bon, là où vous communiquez, par contre, c'est que vous avez 150 clients, c'est ça, grosso modo? 150 partenaires. 150 partenaires. Ouais, voilà. On a ouvert plus de... Je peux parler... Le chiffre que je connais, on a plus de 50 000 clients finaux actifs qui utilisent nos services régulièrement. Et alors, on parlait de tous ces acteurs digitaux, les Penny Lane, les Indie. Tu as d'autres exemples? Tu as des clients peut-être plus traditionnels et qui ont décidé de lancer des produits bancaires? Oui, alors déjà, j'ai cité que des clients, des partenaires français, mais nous, on a vraiment une ambition européenne. C'est quelque chose qui est très important. Quand on a démarré le Swan, on ne voulait surtout pas être seulement français. On voulait être européen. Alors pourquoi européen et pas mondial? Ça, on peut en reparler, mais c'est parce que il n'y a pas vraiment de banque mondiale. Il n'y a pas de marque mondiale pour les banques. C'est tellement compliqué déjà d'être déjà européen que c'était déjà une ambition assez folle. Donc ouais, Visma par exemple, c'est le leader des logiciels de comptabilité aux Pays-Bas. Ok. Et on travaille avec eux. Et ceux qui regardent le Tour de France, peut-être qu'ils ont déjà vu Jumbo. Bien sûr. Et c'est un des sponsors d'une des équipes du Tour de France. Donc ouais, c'est une des belles boîtes avec qui on travaille. Après, on travaille avec d'autres acteurs en France, mais on n'est pas encore live, donc on peut malheureusement pas communiquer. Mais bientôt. Et donc c'est beaucoup des acteurs. Penny Lane, Visma, c'est des acteurs que je mettrais dans le monde du logiciel financier. Ouais. Est-ce que je me souviens qu'à un moment, est-ce que tu as aussi peut-être des acteurs, des marketplaces, des acteurs qui font travailler des indépendants et qui veulent peut-être leur fournir des moyens de paiement? Ouais, finalement, à quoi ça sert la finance intégrée, la banque intégrée, à quoi ça sert et pourquoi on n'a que des acteurs de ce type-là? Alors c'est un peu par hasard, il se trouve qu'on a beaucoup de succès avec ce type d'acteurs, mais ce qu'on pourrait faire pourrait servir à plein de gens. Je crois que le meilleur exemple pour la banque intégrée, c'est Uber.
Alors pourquoi quand tu sors dans Uber, alors c'est génial parce que tu n'as pas à penser au paiement, c'est automatique. Ça fait une bonne différence par rapport au taxi qui devait faire un détour pour que tu ailles tirer du cash. Ouais. Quoique maintenant la carte est obligatoire. La carte est obligatoire. Encore faut-il que ce soit appliqué tout le temps. En fait, la bonne révolution au Uber, c'est que le chauffeur, il n'a pas besoin d'aller commander un service bancaire auprès de sa banque. Il n'a pas besoin d'avoir un TPE. C'est complètement intégré et transparent dans l'application Uber. Et en fait, Uber ouvre un compte pour les chauffeurs. Et Uber donc, fournit une solution pour accepter des paiements pour ces chauffeurs et pour tout à fait aussi proposer une carte, pour proposer un compte complet avec aussi un IBAN pour les chauffeurs. Alors, on ne travaille pas avec Uber, mais on travaille avec ça s'appelle plutôt des vertical software. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on les appelle. Et on travaille avec certains d'entre eux qu'on ne peut pas citer. En fait, il y a beaucoup de nos partenaires, malheureusement, qui souhaitent pas communiquer avec nous. Mais on travaille avec certains acteurs de ce type-là. Et après, je disais, il y a d'autres utilisations de Swan qui sont complètement différentes. Il y a des gens qui ont fait une carte assurance vétérinaire avec Swan. Il y a des gens qui ont fait des cartes cadeaux, des cartes restaurants. Il y a des gens qui ont... Du coup, c'est des cartes où tu arrives à limiter, par exemple, la carte restaurant. Elle ne peut être utilisée que pour des restaurants. Exactement. Tu arrives à limite de contrôler où est-ce que la carte peut marcher. C'est pas nous qui contrôlons, nous justement. On essaie d'avoir cette infrastructure bancaire. C'est nos partenaires on leur fournit toutes les API. D'accord. Chaque fois qu'on a un paiement, on leur dit est-ce que tu acceptes ce paiement? C'est pour aller chez Castorama. Ah bah non, pas Castorama, vu que moi je vends une carte restaurant, donc non, je refuse le paiement. Donc oui, on fournit toute l'infrastructure pour permettre de construire une carte restaurant. Mais là où on a le plus de succès, et c'est important, c'est sur les outils de gestion pour les PME, donc les outils comptables, et donc les Penny Lane of the world. Et pourquoi c'est intéressant? C'est que qu'est-ce qui se passe en fait? La banque, ça a été digitalisé déjà il y a 25 ans, hein, c'est bon, c'est pas du tout le sujet. Mais les grandes banques de détail, donc les Crédits Agricoles, les BBVA en Espagne, ING aux Pays-Bas, Deutsche Bank, enfin, les banques de détail en Europe, elles sont plutôt bonnes pour servir les clients particuliers. Je suis sûr que je pose la question à tous les jeunes qui rentrent chez Swan, c'est quoi votre banque? Et j'attends à ce qu'ils me répondent Revolut ou... Non, ils sont tous à la caisse d'épargne. Et en fait, pourquoi? Parce que le service n'est pas si mal. Puis il y en a beaucoup qui ont Revolut aussi comme banque secondaire. Exactement, comme banque secondaire. Pour le trading, pour les cryptos, pour c'est ça. Tous ces services. Les particuliers sont plutôt bien servis. Les grandes entreprises sont très bien servies aussi par les banques. Les PME, et ça représente la moitié du chiffre d'affaires de toutes les banques. Structurellement, les PME ne sont pas très très bien servies par les banques de détail. Et c'est pour ça que Revolut Business a autant de succès. C'est pour ça que Conto prend autant de parts de marché. Et en fait, nous, on est aussi, avec nos distributeurs, on est sur ce marché-là, on est sur cette bataille-là, sur le grand remplacement des banques traditionnelles par des acteurs comme nous pour servir les PME. Voilà. Et donc, on se concentre maintenant beaucoup sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, un client qui va ouvrir une banque, un compte en banque Swan via un de vos partenaires, que ce soit Penny Lane, ça va être sa banque principale toujours? Alors ça dépend. Ça le devient. Parfois ça le devient. Okay. Et puis parfois c'est juste un compte secondaire. Finalement, tu parlais de Revolut. Donc en général, même les PME sont multi-bancarisées. D'ailleurs, même les jeunes de 20 ans, ils ont effectivement un compte à la Caisse d'épargne et un compte Revolut. C'est pareil pour les PME. Elles ont généralement 2 comptes. Mais de plus en plus, nous, on fait en sorte que tous les paiements passent par chez nous. Alors, dans mon fonds précédent, Balderton, j'avais investi dans Numeral, qui vient d'ailleurs d'être vendu à Mambu. Et Numeral, du coup, un des paris, et certains des clients qu'ils avaient, c'était des acteurs plutôt fintech, les Spendesk ou Swile, qui, quand ils commençaient à atteindre une certaine taille, pouvaient quitter leur base provider pour se dire je me réapproprie une partie de la valeur et finalement je travaille directement avec une banque et un prestataire de solutions techniques. Et donc on parle beaucoup du challenge peut-être des bases providers, d'arriver à conserver leurs clients qui grossissent beaucoup. Comment toi, est-ce que c'est un challenge que vous avez et c'est quoi la clé pour y répondre?
La réponse est, si on monte un BaaS pour proposer à des acteurs dont c'est le métier principal, hein, qui veulent devenir le futur Conto, le futur Revolut, si on leur vend un BaaS, c'est sûr qu'on risque de les perdre. C'est-à-dire que ces gens-là, par défaut, ils vont dire mais c'est mon métier, donc je vais le fabriquer moi-même. Nous, on a vraiment monté Swan pour servir des gens dont c'était pas le métier. Je reprends Penny Lane, leur ambition, c'est de devenir l'outil comptable préféré des PME en France, peut-être en Europe d'ailleurs, je leur souhaite, plus tard. C'est déjà une ambition, alors ça paraît simple, c'est déjà une ambition wow, assez dingue. C'est pas dans leur focus de faire ce qu'on fait. Je ne dis pas que ça ne le deviendra pas un jour. On leur fait comprendre régulièrement que s'ils voulaient le faire, en fait, ça serait un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, de plusieurs années. Nous, on essaye de faire notre métier bien, de partager les revenus correctement, d'avoir un bon partage de la valeur. Mais finalement, comme Renault pourrait se dire, tiens, je vais fabriquer mes propres roues, mes propres pneus. Pourquoi pas, mais en fait, ça vaut le coup de faire un partenariat avec Michelin, c'est peut-être plus intéressant. C'est vraiment un sujet de build or buy. Ce qu'on fait n'est pas aussi simple que ce que ça en a l'air. Après, peut-être qu'un jour, un de nos partenaires partira pour faire une solution soi-même. C'est pour ça que c'est important de faire des bons produits, de faire des bons services, d'être impliqué, d'être passionné dans ce qu'on fait. Et je dis pas qu'on est parfait, mais on essaye de... Pour avoir du win côté partenaire, win côté Swan et win client côté final, quoi. Exactement. Triangulaire. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements sur d'autres BaaS providers. En tout cas, juste pour revenir sur ce que tu disais, on n'a jamais un client qui est parti pour construire lui-même. Ok, donc zéro churn. On a des churns parce qu'il y a des startups qui meurent. Ça fait partie de la vie. Ouais, on a des clients qui ont essayé de lancer un service avec nous, ça n'a pas marché, mais on a eu zéro churn pour quelqu'un qui voulait lui-même construire sa propre solution. Ça, c'est pas arrivé, ça. Ok. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements sur d'autres BaaS providers. Swan se passe très très bien, mais d'autres BaaS providers. Je parlais de Solaris tout à l'heure, qui a été restructuré. Je parlais encore justement une start-up française qui voulait se lancer avec Solaris et qui a eu qui a pas pu au final parce que Solaris a eu des petits soucis. Aux US, tu as eu Synapse. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec ces acteurs-là, tu penses? Et pourquoi vous c'est différent? Comment vous faites pour vous développer avec le succès qu'on vous connaît quand eux ont eu plus de difficultés? Il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'on fait, on n'est pas les seuls. Les acteurs qui le font, ça marche très bien. On n'en entend pas parler parce qu'on entend souvent plus parler des échecs que des succès. Stripe a une activité qui fait la même chose que nous. Ça marche très bien. Adyen a une activité similaire. Ça marche très bien. Donc, il y a pas mal d'acteurs dans le monde qui font cette activité. Ça marche. Il y a des acteurs qui n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait est compliqué pour deux raisons. La première, je l'ai dit, on partage 70%, on partage une bonne partie de la marge à nos distributeurs. On est structurellement moins rentable que Conto, Revolut, parce que donc il faut qu'on soit, en termes de coûts, il faut qu'on soit vraiment très efficace pour nous-mêmes faire suffisamment de marge. C'est difficile de rendre rentable une activité comme la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a des acteurs qui se sont lancés dans notre activité qui ont sous-estimé le risque. Notre activité, elle est plus risquée qu'un acteur qui va lancer un service bancaire naturellement. C'est vraiment une activité spéciale, encore une fois, les services de paiement, les services bancaires. C'est peut-être le seul service où quand tu te lances, tu vas avoir plein de clients qui vont venir. Automatiquement, tu as un agrément. Le lendemain, tu vas avoir à ta porte énormément de gens qui vont taper à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont été refusés par tous les autres. Donc tu vas... Et s'ils ont été refusés par tous les autres établissements, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous, on distribue nos services pas directement, donc on distribue via des distributeurs. Donc on ne sait pas exactement à qui vont distribuer les services financiers. Donc c'est d'autant plus dur de savoir exactement qui va venir chez nous. Et ça, donc on doit redoubler de vigilance en termes de tout ce qui est lutte anti-blanchiment, tout ce qui est lutte anti-fraude, lutte anti-terrorisme, parce que ça va être plus facile de passer par chez nous. Je pense qu'il y a
d'autres acteurs qui s'étaient lancés dans notre activité sans se rendre compte de la complexité de tout ça. Donc quand on a lancé, on a dit ok, c'est plus risqué. C'est pour ça que Synapse et Solaris, je n'ai pas tous les détails, mais c'est ça qui leur est arrivé. Beaucoup d'acteurs, notamment en Europe, je ne vais pas les citer, mais pas mal d'acteurs en Europe qui ont eu des amendes par le régulateur, voire qui ont dû fermer ou cesser leur activité parce qu'ils étaient trop légers en termes de lutte anti-blanchiment. Nous, on a toujours dit on ne va pas faire tout ce qui est risqué dans la banque. Et il faut des acteurs qui prennent des activités risquées. La CPR, la Banque de France, le régulateur, est ravi qu'il y ait des banques qui s'occupent des activités risquées. Mais nous, on ne fait pas d'adultes, on ne fait pas de gambling, on ne fait pas de crypto, on ne fait pas toutes ces activités-là. Et ce n'est pas parce que c'est mal, c'est juste parce que c'est très risqué et que nous, on fait vraiment du vanille. Notre risque... En fait, vous auriez pu, dès le début de Swan, faire du revenu entre guillemets facile et aller équiper des plateformes crypto, des plateformes de betting, mais parce que... Quand on a commencé, tous les jours, on recevait des propositions pour faire ce type d'activité. Mais parce que trop risqué, vous êtes dit volontairement on n'y va pas. Volontairement, on n'y va pas. Alors c'est pas évident quand on commence, son activité de se dire waouh, on peut avoir beaucoup de revenus avec des acteurs comme ça. Surtout que c'est pas illégal. On n'est pas en train de faire des choses qui sont... Mais et donc les fermetures de ces entreprises-là, elles viennent beaucoup du régulateur, parce qu'aux US, j'avais l'impression que c'était les banques un peu traditionnelles avec qui ces acteurs, ou qui avaient elles-mêmes des activités basses et qui ont décidé de les fermer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de banques qui ont, tu vois, fermé les equity et qui ont dit Il y a eu un cas particulier aux États-Unis avec Synapse. Synapse qui était ni fait ni à faire. Dépendait d'une banque. Non, pour le coup, qui s'appuyait sur d'autres banques, qui n'avaient pas d'agrément lui-même, et qui avait une technique qui tenait pas la route, qui travaillait en plus avec une banque qui faisait pas non plus bien son... Franchement, qui a fait faillite. Qui a fait faillite et qui a entraîné dans sa chute plein de fintech. Exactement. Et honnêtement, c'est des bricoleurs qui ont monté des fintech. Je suis un peu dur avec eux parce qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot du tout. Ce qui s'est passé en Europe, c'est plutôt des acteurs qui étaient sérieux, qui faisaient bien leur boulot, qui étaient régulés, mais qui ont eu des problèmes de lutte anti-blanchiment parce qu'effectivement, ils ont pris un petit peu trop de risques, quoi. Mais pas des amateurs en tout cas. Et du coup, on parle beaucoup de cette... Enfin, tu le disais toi-même, hein, ton business, tu te reposes sur des distributeurs des distributeurs qui sont tes partenaires. Donc, par rapport... donc, tu n'as pas de coût d'acquisition en tant que tel, mais par rapport si on compare à un Conto, tu n'as pas un coût d'acquisition client en direct, tu as un coût d'acquisition partenaire, mais beaucoup plus bas. En revanche, tu as une marge moins importante. Donc, on parle beaucoup du business des basses avec, du coup, des marges fines. Comment tu fais pour devenir rentable? C'est le sujet de la profitabilité, vous, c'est un objectif que vous avez ou pour l'instant vous marchez tellement bien, enfin on disait plus fois 2,5 en un an ou quelque chose comme ça, avec un ordre de grandeur de plus d'une dizaine de millions de revenus, ou pour l'instant vous êtes plutôt en phase d'expansion? On est en phase d'expansion. Je sais bien que toutes les startups en ce moment, tous les scale-up, elles disent nous on veut être rentable. On veut être rentable un jour aussi, et on y viendra. Vous pourriez l'être là si vous le vouliez? On pourrait l'être si on voudrait, oui. Si jamais on voulait vraiment devenir rentable en 2025, on pourrait le faire, mais ça fait pas de sens. Et je suis vieux, j'ai vu 2001, j'ai vu 2021. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose à un moment qu'il faut le faire. Là, en ce moment, tout le monde veut devenir rentable. Nous, on a la chance d'avoir le vent dans le dos. Alors, c'est dangereux, c'est risqué, mais on continue à investir et on est fiers de le faire. On pense qu'on a une place à prendre. Que ça va pas durer éternellement, qu'on peut devenir les leaders en Europe, qu'on peut devenir une boîte générationnelle, qu'on peut devenir le futur Stripe, le futur Adyen, et on va pas laisser passer cette chance. Et c'est capital intensive. Aujourd'hui, votre revenu, comment il se répartit entre les différents pays en Europe? Grosse masse? Alors, on a un business qui est très particulier chez Swan parce que quand on signe un partenaire comme Penny Lane, on fait pas en général de chiffre d'affaires avec eux pendant 18 mois, 24 mois. On commence à vraiment voir un peu de revenus très très longtemps après. Parce qu'il faut que les clients de Penny Lane s'équipent. Il faut que Penny Lane d'abord intègre notre solution techniquement, même si c'est plutôt simple. En fait, ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis après, il faut qu'ils fassent eux-mêmes le marketing auprès de leurs clients. Il faut que leur base client commence à utiliser le service. Ça prend du temps. Donc si on regarde en chiffre d'affaires, on a plus de 60% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est en France.
Mais par contre, en 2024, on a signé plus de partenaires à l'étranger qu'en France. Donc, c'est une tendance qui devrait changer. Je pense qu'en 2026, dès 2026, j'espère qu'on ne fera pas la Est-ce que majorité. votre licence d'établissement de paiement électronique est valable dans tout Alors l'Union ça, c'est un européenne? peu la magie de l'Union européenne. Ah, c'est ce qui a permis à des boîtes comme Revolut Exactement. Une fois qu'on a le droit tout n'est pas parfait en Europe, mais il y a quand même des choses qui marchent plutôt bien fintech, ça marche grâce plutôt à bien. la régulation. Exactement. Ouais. Donc quand on a un agrément dans un pays, on a le droit, il y a la libre prestation de service, on a le droit de fournir le service un peu partout en Europe. Et il y a des petits détails, et ça vaut le coup d'y passer 2 minutes. Il y a deux choses. Il y a la libre prestation de service. Donc j'ai eu le droit dès 2021, quand j'ai eu mon agrément, de fournir mes comptes, des comptes français à des Allemands. Alors ça veut dire quoi des comptes français? C'est des comptes qui respectent la loi française. Quand on va regarder les terms and conditions, les conditions générales, elles respectent le code monétaire et financier français. Elles ont un IBAN français. Finalement, pour une PME allemande, rapidement, elle se dit, en fait, non, moi je veux un IBAN allemand, et puis je veux que ce soit, je veux qu'il y ait un lien avec les impôts en Allemagne, je veux des CGU, des conditions générales d'utilisation qui respectent le code allemand, pas le code français en qui je suis désolé, j'ai pas confiance, quoi. Et donc nous, notre métier, c'est d'aller dans chaque pays et de faire exactement comme si on faisait un compte local. D'ailleurs, c'est la même stratégie que Revolut, encore une fois, et que Conto, qui fait la même chose. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air. Je te donne un exemple. Si tu vas aux Pays-Bas et que tu as une carte Visa, Mastercard française, et que tu vas au supermarché, ça marche pas. Parce que là-bas, toutes les cartes sont à la fois Visa, Mastercard et Maestro pour Mastercard, et les supermarchés n'acceptent pas Visa et Mastercard. Donc si tu veux être pertinent aux Pays-Bas, tu es obligé d'émettre des cartes spéciales. Et nous, on fait tout cet effort de personnalisation par pays. On le fait, c'est un énorme travail. C'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air. Malheureusement, le système bancaire européen n'est pas complètement unifié. On a l'euro, on a Visa Mastercard, on a le SEPA, qui sont les virements, les prélèvements qui sont à peu près pareils. Mais il y a plein de petites spécificités qui rendent les choses très compliquées. Donc vous faites le last mile dans tout ce qui est intégration. Exactement. Permettre à un client français qui ferait du business dans 15 pays différents de pouvoir proposer à ses propres clients. Voire de proposer à des Allemands qui veulent, des partenaires allemands qui veulent distribuer en Allemagne. Voilà, exactement, c'est ce qu'on fait. Et alors vous avez mis un accent particulier sur l'Italie, il me semble? Non, on est on lance pays par pays, donc tous les 6 mois on essaie d'avoir ce rythme de lancer un nouveau pays. Et il y a des pays qui marchent mieux que d'autres ou... Ouais. Et tu saurais expliquer pourquoi ou... Des fois c'est assez compliqué, des fois c'est peut-être que commercialement il y a des pays où on s'y est mal pris. Ouais. Peut-être que aussi la structure du marché local est un peu différente, et ce qui fait que notre offre est moins pertinente. On n'a pas le product market fit dans tous les pays, mais on a quand même de la chance. Ça a plutôt cartonné en Espagne et aux Pays-Bas, et là je sens qu'on est en train enfin de réussir à y arriver en Allemagne. Okay. Mais ça a été compliqué. Donc l'Italie, on souhaite qu'on va réussir à faire la même chose. Et après, on a d'autres pays qui sont en train d'être faits chez nous. Voilà. Tu communiques sur tes revenus? Non. Non, comme plein de startups, non. Alors récemment, tu as nommé un nouveau deputy CEO qui est Camille Thian, qui était à ton board depuis pas mal d'années, qui est un ancien entrepreneur, qui a été entrepreneur dans la fintech. Tu peux comment vous répartissez vos rôles entre toi qui reste CEO, lui qui est deputy CEO, et puis qu'est-ce qui t'a mené à nommer Camille? Camille, il s'occupe de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est transversal, de tout ce qui est OKR. C'est un incroyable organisateur, charismatique, organisé. C'est lui qui s'occupe de la finance, de tout ce qui est HR. Et puis en plus, il connaît quand même super bien notre domaine aussi. Moi, là où je suis fort, je connais mes faiblesses, je sais ce que je fais bien, je sais ce que je fais pas bien. Je suis pas le gars le plus organisé de la Terre, et donc et j'ai travaillé avec lui 4 ans. Je l'ai vu au board. J'ai vu la puissance de la bête, et je rêvais de l'avoir avec nous à full time chez Swan. Donc c'est génial qu'il nous ait rejoint. Moi, je m'occupe de product stratégie. Je m'occupe aussi de gérer
en direct tout ce qui est product, sales, et lui il s'occupe vraiment de tout le reste. Et il s'en occupe merveilleusement bien. Et après, par pays, vous avez une organisation avec des general managers et avec des individus qui ont une autonomie sur les équipes sales et marketing dans chaque pays, ou alors finalement, c'est plutôt tout est centralisé autour de Paris? On n'a pas de general manager, on est quand même assez centralisé. On a des country leads. Ok. Mais, qui sont des sales ou qui sont plutôt des organisateurs? Plutôt sales, mais par pays, on a des établissements locaux. Et effectivement, tout ce qui est sales et tout ce qui est conformité, compliance, c'est local. Voilà, Okay. c'est localisé. Le reste, on essaye plutôt de faire depuis la France. Ouais, alors petite dernière question. On aime bien avoir des noms français par contre dans la boîte. Ouais. On aime bien être devenu le repère de tous les gens qui parlent pas français, qui cherchent un boulot sympa. C'est vrai? À Paris. Bon, bah alors, ceux qui nous écoutent et qui auront du mal à comprendre toutes les nuances du podcast, vous pouvez contacter Nicolas. Du coup, je le disais à un moment, t'as eu souvent pas mal d'idées précurseurs dans la fintech. Tu voulais lancer Stripe avant l'heure, Conto avant l'heure. Aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la fintech, c'est quoi les une ou deux idées? Qu'est-ce qui va percer, tu penses? Il y en a beaucoup qui disent on est à l'ère de l'IA et on a l'impression que l'IA a énormément de momentum. La fintech toujours un peu, mais un peu moins peut-être qu'il y a 2-3 ans. Est-ce que l'innovation en fintech c'est fini, ou est-ce que tu vois des choses qui vont arriver? Tu vas être dur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en fintech. Okay. Alors c'est sûr que l'IA, nous on va être très 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 consommateur d'IA. On va pas faire de l'IA nous-mêmes, mais on va en acheter beaucoup. C'est incroyable ce qui va se passer dans notre secteur avec l'IA. Non, j'ai pas une idée incroyable là pour le coup. J'ai pas une idée d'avenir. Alors je connais plein de secteurs qui pourraient être révolutionnés en utilisant nos services, mais j'ai pas envie de vouloir faire de la pub. Et on parle beaucoup d'une idée qui a pas mal le vent en poupe avec des boîtes qui commencent à émerger, c'est utiliser les stablecoins comme moyen de paiement internationaux. Alors ça existe depuis pas mal de temps, mais on a l'impression que ça se démocratise. Soit c'est versus, voilà, on pense par exemple à un utilisateur qui voudrait dans un pays émergent, qui voudrait faire un paiement international avec un prestataire qui bosserait sur un autre continent, passer par la tuyauterie standard des banques classiques, c'est coûteux, ça prend du temps. Alors la crypto, c'est le Far West, mais ça permet plus d'instantanéité, moins de fees. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose de viable sur le long terme? Ça peut prendre une grosse partie des volumes de paiement, B2B? Des volumes internationaux, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas pour les PME, il n'y a pas une énorme... Pardon. Pour les PME et les particuliers en Europe. C'est pas pareil quand on est dans un pays émergent. Quand on est dans un pays en Europe, honnêtement, il n'y a pas une telle douleur. J'ai pas vu. Et pourtant, les fees sont faibles en fait. On interviewe des partenaires, on interviewe des clients finales. Il n'y a jamais aucune personne qui s'est plaint des virements internationaux. Alors si, des fois, c'est trop cher, c'est un peu lent. C'est pas une paye suffisamment forte pour lancer une fintech. Par contre, quand on est dans un pays émergent, waouh. Là, c'est vraiment une autre histoire. Donc ouais, les stablecoins pour faire des paiements à l'international, c'est une très bonne idée. Je pense que comme encore une fois, on a beaucoup de legacy qui marchent pas si mal, c'est pas prêt d'arriver en Europe. Voilà, en tout cas. Ok. Ça va prendre un peu de temps. Génial. Alors pour conclure cet épisode, je vais te proposer un petit jeu fun, Nicolas. Je vais te poser des questions et tu dois me répondre avec ce qui te passe par la tête. Ouais. Ça te va? Ça me va. Alors tu peux dîner avec la personne de ton choix, vivante ou décédée, qui est-ce que tu choisis? C'est pas très loin d'une de mes questions d'entretien, ça. C'est vrai? Donc j'ai déjà réfléchi. Moi, je choisirais quelqu'un. Attends, pourquoi tu poses cette question d'entretien? Pourquoi? Pour que la personne s'ouvre sur ses passions? Alors, j'ai déjà fait le coup de dire quelles étaient les questions que je posais en entretien à des gens qui ensuite écoutent le podcast, donc j'arrête. Okay. Je ne fais plus. Après, ils sont trop préparés. Donc, si je devais dîner avec quelqu'un allez, je choisirais René Goscinny, le créateur d'Astérix. D'accord. Et pourquoi? Parce que à la limite, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'était un entrepreneur. Il n'a pas que créé Astérix. C'est un artiste, hein. Il a créé pas que Astérix, c'est lui qui faisait Lucky Luke, Is No Good, le petit Nicolas. Enfin, il a créé tout un univers, un vrai artiste, un scénariste assez marrant.
Mais il a créé un journal qui s'appelait Pilote, un journal de BD dans les années 60, et c'était le rédacteur en chef. Et moi, j'aimerais bien être lui, parce que il y a plein de gens, de dessinateurs qui ont dessiné dans Pilote. Tout ce qu'ils ont fait avant, tout ce qu'ils ont fait après, bon, c'était pas mal, mais pas génial. Ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient chez Pilote, c'était incroyable. Il y a plein de BD, Blueberry, je sais pas, Valérian, Lucky Luke, Cachi Talon. Ça a commencé dans Pilote. Dans Pilote. Ouais. Tout ça a commencé dans Pilote. Ce mec-là arrivait à tirer le meilleur de tous les artistes qui étaient autour de lui. Et il se passait quelque chose. Et en plus, ce qui est marrant, quand j'étais gamin, j'ai passé tous mes étés à lire des BD de Pilote qui étaient dans un stock, dans une maison de campagne. On se moquait souvent de René Goscinny dans Pilote. C'est-à-dire qu'il ne se prenait pas au sérieux. Visiblement, il y avait une super ambiance. Et pourtant, c'était excellent. Les gens rêvaient de travailler chez Pilote. Et voilà, donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Tout ce qu'il a fait dans les années 60, il y a beaucoup de choses qui sont encore là. Son héritage, il est incroyable. Pas Pilote, il n'y aurait pas Canal+, clairement. Il n'y aurait pas Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est évident que tous les gens qui ont créé Canal+, ils ont été inspirés par tout ce qui a été fait dans Pilote. C'est une certitude. Donc, il a un héritage en fait culturel qui est... C'est léger, c'est pas grand-chose Astérix. Mais l'héritage de Goscinny dans la culture et il est incroyable. Donc ouais, je suis très très fan de ce mec. Ok, et c'est même une inspiration du coup dans ton rôle de CEO de... Complètement. D'être léger, cool, et pourtant d'essayer d'inspirer l'excellence, quoi. Et l'ambition aussi. Quel est le meilleur conseil business qu'on t'ait donné ? Alors il y en a 15 000. Moi je pense pas avoir des idées incroyables côté business, donc je me suis inspiré de beaucoup de gens. C'est super bateau, mais Steve Jobs, ça a été une inspiration quand même énorme. Je me rappelle quand je lisais son bouquin, je devais souligner à chaque fois au stabilo quasiment toutes les lignes. À un moment, on travaille au stabilo C. Mais bêtement, j'en ai vu un il y a un mois que j'ai trouvé assez incroyable finalement. C'était Thibaut Elzière qui écrivait qui expliquait dans un podcast. Thibaut Elzière, c'est le fondateur d'Exa, qui est le startup studio avec qui on a commencé Swan. Et il expliquait que les ingénieurs rêvaient toujours de faire des startups avec un grand product market fit, de faire un produit qui se vend tout seul. Notion, Slack. Le produit est tellement bien qu'il va y avoir un bouche à oreille qui va se vendre tout seul et que c'est un peu ça la startup ultime. Et il expliquait que, en fait non, il fallait mettre très rapidement en place une stratégie de go-to-market et avoir une bonne équipe sales, une bonne équipe marketing très vite. Et que d'ailleurs, Slack et Notion, ils n'étaient pas devenus Microsoft, probablement parce qu'ils l'avaient pas fait assez vite et qu'ils auraient dû le faire plus vite. Notion l'a bien compris maintenant, Slack aussi, mais c'est un trip d'ingénieur. Donc voilà, le go-to-market, c'est très important tout de suite. Pour combien est-ce que tu es prêt à vendre Swan aujourd'hui ? C'est vraiment une super mauvaise question. C'est une super mauvaise question parce que ça induit que tu montes une startup pour la vendre. Que c'est ça le but du jeu dans lequel tu joues. C'est une mauvaise question pour moi. C'est comme si tu demandais à Mbappé pour combien d'argent t'arrêterais de faire du foot. Et c'est pas le but du jeu. Mais t'as des joueurs de football qui partent jouer dans des championnats moins compétitifs pour beaucoup d'argent, tu vois. C'est vrai. L'exemple encore de... Mais en général, c'est en fin de carrière, quoi. Non, même pas. Là, t'as Vinicius qui a failli avoir le Ballon d'Or, qui est en discussion avec qui a 25 ans ou 26 ans. Mais bon, tu vois. Eh ben non, mais attends, il y a des gens qui montent des startups pour gagner de l'argent. Non, mais est-ce que si on te proposait une somme importante, tu... Bah non, c'est pas le sujet. Moi, je te dis, j'ai gagné un petit peu d'argent en revendant mes boîtes précédentes. Pas tant que ça, mais de quoi être très confortable. J'adore mon métier. Je me suis vraiment jamais posé la question. Et vraiment, que ce soit 1 milliard ou 500 milliards, alors j'ai des investisseurs qui me diraient pas la même chose, c'est évident. C'est sûr. Mais moi, alors, tu dois te faire racheter et tu peux choisir entre Visa, Conto ou BNP. Allez, on rajoute Pennyline aussi.
Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Rien d'excitant. Stripe peut-être? Non. Même pas. Non. Ton meilleur souvenir avec Swan? Allez, mon meilleur souvenir, c'est pas un moment précis, mais c'est quand on devait être 50, 60, qu'on sentait qu'on était vraiment en train de... On faisait pas encore de revenus, et d'ailleurs nos investisseurs s'inquiétaient, mais il y avait une ambiance incroyable dans la boîte, et tous les lundis soirs, on avait cette tradition de rester au boulot pour bosser, je sais pas, on se marrait, il y avait c'était super fluide, et nos investisseurs s'inquiétaient. Ah, donc c'est marrant, parce que donc, du coup, on aurait pu se dire, t'aurais pu toi-même t'inquiéter aussi que les revenus mettent un peu de temps à arriver, mais en fait, t'étais convaincu que ça allait arriver? On savait. C'était en train d'arriver, c'était fort, on avait des feedbacks de nos clients, des feedbacks qui étaient super positifs. On allait y arriver, quoi. Mais c'est ça, en fait, moi, c'est passer des bons moments avec mes équipes, des moments où on bosse, hein, où c'est dur, mais c'est là où je m'éclate. Ton souvenir le plus douloureux Alors, avec Swan? on a fait pas mal de levées de fonds, et j'ai fait... T'aimais bien ça ou t'aimes pas ça? Ça fait partie du job, c'est pas la meilleure partie, mais c'est pas non plus... c'est pas... Ouais, j'aime bien ça. T'as plutôt bien réussi quand on voit les noms. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Ça s'est plutôt bien passé. Ça a été compliqué, hein. La première levée de fonds, ouf, bah voilà, un des moments les plus difficiles, ça a été quand personne croyait en nous en seed. Personne comprenait ce qu'on va faire. Personne. Aucun VC français voulait de nous. J'avais pas revendu à l'époque Limonetti, Antelope était pas revendu, donc moi j'étais personne. Là, c'était assez... Pourtant, la vision était exactement la même qu'aujourd'hui, non? Exactement, on n'a rien changé. Et ce qui est intéressant, pour le coup... Qu'est-ce que les VC n'avaient pas compris? La taille de marché, que ça pouvait vraiment... que vous alliez être capable d'équiper tellement de plateformes partenaires? Ils regardent pas que le marché. Je pense qu'ils étaient pas fans de moi, les investisseurs. Je devais pas inspirer une confiance incroyable pour les investisseurs. Et c'est pour ça, ce qui est marrant, c'est que finalement, c'est un grand investisseur qui a plutôt investi chez nous, c'est Créandum. Et j'ai bien aimé parce qu'ils ont parlé peut-être 20 minutes, une demi-heure avec nous, et après, on peut voir le produit? On peut regarder en détail? Bah oui, bien sûr. Faites-nous une démo. Il n'y a pas un investisseur français qui m'a posé cette question. C'est quand même dingue, quoi. Et en regardant la démo, les mecs se sont dit, waouh, en fait, les mecs puent le produit, ça se sent, ils aiment ça, ils sont forts, ils sont passionnés, on veut investir chez eux. Ouais, donc la levée de fonds en seed, ça a été un moment un peu douloureux. L'autre moment douloureux, ça a été, j'ai fait une erreur en tant que CEO de comprendre un peu tard que quand on scale, finance et HR, c'est des sujets fondamentaux. Et beaucoup de startups le font tard, souvent. Ouais, bah franchement, d'amener les bonnes ressources. Quand t'es 50, quand t'es 30, c'est pas des sujets si importants que ça. T'arrives à le gérer presque toi-même avec une ou deux personnes qui t'aident, un finance manager junior dans la boîte. Tu passes des nuits pendant les levées de fonds, mais... Exactement. C'est pas quand tu dépasses 100, il faut avoir les meilleurs en finance et en HR. C'est comme un groupe de musique. Tu vas pas les entendre, mais il faut avoir un bon bassiste, il faut avoir un bon batteur. T'as beau avoir le meilleur chanteur et le meilleur guitariste, t'as pas un bon batteur, un bon bassiste, ton groupe il va pas bien sonner, quoi. Donc j'ai fait l'erreur sûrement de plein d'autres, je l'ai fait un petit peu tard, mais ça va, on a plutôt bien corrigé maintenant. Comment tu concilies vie perso et vie pro avec une entreprise de 250 personnes? Alors j'aurais deux réponses. Moi je dirais que ça va. Ma femme et mes enfants diraient que je bosse trop. Moi j'ai pas l'impression que je bosse tant que ça. En termes je passe vraiment du temps avec ma famille. Quand t'es avec la famille, tu coupes complètement ou t'es toujours un peu connecté? C'est ça le truc, c'est que j'ai quand même cette espèce de charge mentale permanente. Je crois qu'il n'y a pas, depuis que j'ai commencé Swan, il n'y a pas une heure où j'ai pas un moment pensé à Swan. Un moment, et je pense que c'est le... Allez, fait monter une boîte, c'est un truc génial, c'est plein de moments, plein de rewards, mais c'est aussi cette charge mentale que tu gardes tout le temps, quoi.
Et un livre, si tu avais un livre de chevet à nous conseiller? Je vais pas être très original, parce que je pense que tout le monde l'a lu, mais j'en ai deux qui se ressemblent beaucoup et qui m'ont vraiment vraiment marqué. C'est Sapiens et Le Gène égoïste, qui sont des livres qui expliquent pourquoi l'homme est comme il est, pourquoi les sociétés humaines sont organisées comme elles sont, et je les trouve incroyables. Le Gène égoïste, c'est de... Le Gène égoïste, c'est d'un Anglais qui s'appelle Richard Dawkins, Ok. mais qui est très proche finalement des idées de Sapiens, quoi, qui explique le bien et le mal, pourquoi c'est comme ça, et de manière un peu plus scientifique que simplement religieux. Trop bien, et bah on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Nicolas pour Merci à cette toi. heure passée ensemble, c'était hyper intéressant. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de nous noter 5 étoiles sur les plateformes audio et YouTube et de partager ce podcast au plus grand nombre.